Mai 1941. Le corsaire Atlantis naviguait vers l'archipel des Kerguelen, au cœur de la zone subantarctique. Un territoire isolé, sans population, loin de toute base alliée. C'était le commerce raider le plus redoutable de la Kriegsmarine, capable de modifier son apparence grâce à des panneaux d'acier coulissants dissimulant un puissant armement sous la silhouette d'un simple cargo. À son bord, le capitaine Bernhard Rogge, figure clé de la machine navale allemande. En décembre 1940, le plus grand sous-marin de la marine impériale japonaise émergea dans la brume des Kerguelen afin de transférer à l'Atlantis des caisses en plomb contenant 50 kg d'oxyde d'uranium purifié provenant des mines de Mandchourie. Le matériel fut entreposé dans la cale sans que le capitaine n'informe l'équipage de sa nature. Le 22 novembre 1941, le croiseur britannique Devonshire intercepta l'Atlantis en haute mer. Un projectile atteignit la cale, provoquant une luminescence bleu verdâtre qui dura entre 3 et 5 secondes. Des années plus tard, des anomalies radioactives furent détectées dans la zone subantarctique, concentrées en un point où aucune activité de ce type ne devrait exister. Que représentait réellement l'oxyde d'uranium transféré par le sous-marin japonais? Que dissimulaient les caisses marquées du sceau des SS entreposées dans les grottes? Et qu'est-ce qui provoqua réellement cette étrange luminescence dans la cale de l'Atlantis? Qu'était le commerce Raider Atlantis et quelle était sa mission secrète dans la zone subantarctique? En mai 1941, tandis que les états-majors européens calculaient le coup de bataille qui avait déjà commencé à dévorer des continents, l'océan Atlantique Sud abritait une guerre d'une nature différente. Ce n'était pas une guerre de front visible ni d'armée progressant sur des cartes. C'était une guerre où rien n'était exactement ce qu'il semblait. Des navires naviguant sous de fausses identités, des silhouettes capables de se transformer à l'horizon, et des transmissions radio qui, entre des mains expertes, pouvaient décider du sort d'un convoi entier. Elle était menée par un seul bâtiment qui se déplaçait entre les parallèles les plus solitaires de l'hémisphère austral, sans qu'aucun système de surveillance allié ne parvienne à fixer sa position pendant des semaines. Le navire qui faisait route vers le sud sous pavillon néerlandais répondait au nom de Cassel dans les registres marchands interceptés par les stations d'observation britanniques. Cette désignation faisait partie d'une fiction construite avec une minutie technique. La coque avait été peinte aux couleurs et aux marques distinctives d'une véritable compagnie maritime néerlandaise, les écoutilles étaient scellées pour dissimuler le pont armé et les cheminées pouvaient être modifiées grâce à des systèmes de panneaux télescopiques altérant la silhouette reconnaissable du bâtiment en quelques minutes. Les équipages alliés qui l'apercevaient à l'horizon voyaient exactement ce que le Reich voulait qu'ils voient, un cargo neutre, vulnérable, étranger à la guerre. Son véritable nom était KMS Atlantis, et c'était le commerce raider le plus redoutable que la Kriegsmarine ait déployé durant le conflit. L'Atlantis n'avait pas été conçu pour des batailles conventionnelles. Sa mission consistait à perturber systématiquement les lignes d'approvisionnement alliées en utilisant la tromperie comme arme principale et l'artillerie comme recours secondaire. Pour cela, les ingénieurs navals de la Kriegsmarine avaient transformé un cargo marchand ordinaire, le Golden Fels de la ligne Hansa, en un instrument de guerre capable de modifier son apparence 3 fois au cours d'une même mission. Les panneaux d'acier formant les flancs pouvaient coulisser latéralement pour révéler 6 canons de 150 mm, 2 canons de 75, 4 tubes lance-torpilles et un arsenal de mines magnétiques, le tout dissimulé sous un pont qui, à distance, semblait celui d'un navire de charge ordinaire. Les cheminées, montées sur des systèmes hydrauliques, pouvaient augmenter ou réduire leur hauteur, modifiant le profil que tout officier allié tentait d'identifier à travers ses jumelles depuis la passerelle d'un destroyer ou d'un croiseur auxiliaire. Son commandant était le capitaine de vaisseau Bernhard Rogge, un officier qui avait développé, au cours des premières années de la guerre, une compréhension d'une précision remarquable de la manière d'exploiter la psychologie de l'erreur d'identification. Rogge savait que les observateurs alliés ne cherchaient pas l'inattendu, mais le familier. Ils recherchaient les profils catalogués des croiseurs auxiliaires allemands connus, les schémas de mouvement que l'amirauté britannique avait identifiés par l'analyse du renseignement.
Offrir exactement l'inverse, l'image d'un navire qui ne méritait aucune attention, constituait en soi l'arme la plus sophistiquée dont il disposait. Mais la tromperie visuelle n'était qu'une couche d'une architecture de dissimulation bien plus complexe. Ce qui faisait de l'Atlantis une plateforme de renseignement sans équivalent dans l'Atlantique Sud n'était ni son artillerie ni ses torpilles, mais le système d'interception de signaux installé sur son pont supérieur, dissimulé sous une structure qui, à distance, ressemblait à la cabine d'un opérateur radio marchand. L'Atlantis était équipé d'antennes à haute sensibilité capables de capter des transmissions dans un rayon de 800 km, et ses opérateurs des communications, sélectionnés parmi le personnel le plus qualifié de la Kriegsmarine, travaillaient par rotation de 6 heures pour traiter le trafic radio allié dans la zone australe de l'Atlantique. En pratique, cela signifiait que l'Atlantis connaissait la position approximative de chaque navire baleinier, cargo et pétrolier alliés du secteur, avant que l'un d'eux ne soupçonne la moindre menace dans ses eaux. Les opérateurs écoutaient en temps réel les messages de situation, les signaux de détresse, les bulletins météorologiques et les confirmations de route que les bâtiments alliés échangeaient avec leur base au Cap de Bonne-Espérance, à Freetown et au Malouines. Lorsque l'Atlantis identifiait une cible appropriée, Rogge disposait de suffisamment d'informations pour calculer le vecteur d'interception des heures à l'avance, s'approcher depuis l'angle mort de la cible et se trouver sur elle avant que l'équipage attaqué ne puisse transmettre un signal de détresse intelligible. Entre janvier 1940 et le moment où l'Atlantis franchit la convergence antarctique durant l'automne austral de 1941, le bâtiment avait coulé ou capturé 22 navires alliés totalisant 145 000 tonnes de jauge brute, établissant le record individuel de destruction pour tout commerce raider dans l'histoire de la guerre navale allemande. La Kriegsmarine le considérait non seulement comme un atout opérationnel, mais comme un modèle de ce qui pouvait être accompli lorsque la technologie de la tromperie se conjuguait à la discipline de l'équipage et à un commandement capable de soutenir des mois d'isolement extrême sans altération des performances. Cependant, en mai 1941, le cycle d'opération de l'Atlantis dans l'Atlantique Nord et central avait atteint sa limite naturelle. Les Alliés avaient adapté leur route, renforcé leur système de communication chiffré pour le trafic opérationnel, et l'Amirauté commençait à coordonner des informations issues de sources dispersées, indiquant l'existence d'au moins un raider de grande taille opérant dans le secteur sud. L'avantage de l'anonymat s'érodait à chaque mission supplémentaire dans des eaux où des navires avaient déjà été coulés et où des survivants décrivaient une silhouette reconnaissable. Rogge reçut l'ordre de transférer les opérations vers le sud profond de l'Atlantique et de là vers l'océan Indien méridional, avec des instructions spécifiques d'utiliser les îles subantarctiques comme base de soutien logistique pour une phase d'opération que la Seekriegsleitung, le haut commandement naval allemand, désignait dans ses documents internes comme la campagne des mers du Sud. Les ordres comportaient une précision géographique que peu d'officiers allemands auraient pu situer sur une carte sans consulter les cartes marines de la base de Kiel. L'archipel des Kerguelen, à l'extrême sud de l'océan Indien, à 2000 km de tout territoire habité de manière permanente et pratiquement hors de portée de toute patrouille alliée régulière. Lorsque la coque de l'Atlantis franchit la convergence antarctique, la ligne où les courants de l'Atlantique Sud rencontrent les eaux froides circumpolaires, la température de l'eau chuta de 12 degrés en l'espace de 24 heures. L'acier de la coque commença à se contracter avec un bruit sourd et métallique que les marins chevronnés de la flotte baleinière reconnaissaient comme le son de l'océan austral, revendiquant sa domination sur les constructions humaines. Les hommes de la Kriegsmarine n'étaient pas des baleiniers. La plupart provenaient de ports de la mer du Nord, de villes industrielles de la Ruhr, de régions intérieures d'Allemagne. Les conditions à ces latitudes différaient profondément de celles de l'Atlantique Nord, où la majorité de l'équipage avait servi jusque-là. Dans l'océan austral, l'absence de repères côtiers et la faible luminosité durant une grande partie de l'année compliquaient la navigation visuelle, tandis que les vents d'ouest entretenaient une houle constante qui imposait la prudence même lors de journées considérées comme relativement calmes. Les basses températures affectaient le rendement des machines et accéléraient l'usure de la coque, transformant chaque manœuvre en un défi technique supplémentaire. L'Atlantis était entré dans l'environnement subantarctique, un environnement pour lequel ni l'équipage ni les plans opérationnels élaborés dans les bureaux de la Seekriegsleitung n'étaient préparés.
Pour l'équipage, Kerguelen ne devait être qu'une escale de soutien. Pourtant, dans les jours suivants, l'Atlantis allait se trouver entraîné dans une chaîne d'événements qu'aucun des plans initiaux n'avait prévus. Qu'ont découvert les marins de l'Atlantis dans les grottes de basalte de Kerguelen, et pourquoi ces découvertes n'ont-elles jamais été intégrées aux rapports officiels? Les îles Kerguelen ne figuraient pas dans les rapports de renseignement alliés comme un objectif stratégique. C'était précisément là leur utilité. L'archipel, découvert en 1772 par le navigateur français Yves-Joseph de Kerguelen de Trémarec lors d'une expédition à la recherche du continent austral hypothétique, avait suffisamment déçu son découvreur pour qu'il le baptise dans ses notes de voyage les îles de la désolation. L'île principale, la Grande Terre, avait une superficie comparable à celle de la Corse. Mais tandis que cette dernière abritait un demi-million d'habitants et un réseau de villes méditerranéennes, Kerguelen ne comptait aucune population permanente. Ses côtes de basalte noir étaient battues par des vents atteignant régulièrement 200 km à l'heure, prises entre deux ceintures de tempêtes permanentes qui firent, pendant des siècles, de ces eaux le théâtre des plus lourdes pertes documentées de la navigation. La température moyenne annuelle avoisinait les 4 degrés Celsius et la pluie tombait 300 jours par an. Pour la Kriegsmarine, ces conditions constituaient exactement le type de camouflage géographique qu'aucune ingénierie humaine ne pouvait reproduire. Un archipel que les Alliés ne patrouillaient pas, qu'aucune route maritime commerciale ne fréquentait, dépourvu d'installations radio et situé à une distance suffisante de toute base aérienne pour qu'aucun avion de reconnaissance ne le survole régulièrement. Les grottes de basalte que les glaciers avaient creusées dans les falaises de la côte ouest pendant des millénaires offraient un abri aux petites embarcations et des points de stockage pour les approvisionnements que l'Atlantis devait déposer à terre afin d'alléger sa charge et d'accroître son autonomie opérationnelle. L'Atlantis arriva dans la baie Gazelle le 14 décembre 1940. Rogge avait décidé d'accorder à son équipage une pause pour Noël, et Kerguelen était l'endroit le plus sûr de l'océan pour cela. Personne ne les chercherait là-bas. Mais l'Atlantis ne parvint pas à Kerguelen exactement avec l'équipage figurant dans les registres officiels de la Seekriegsleitung. Selon un dossier du personnel partiellement censuré, conservé au Bundesarchiv Militaire Archives de Fribourg dans la section des fonds de la Kriegsmarine à accès restreint 3 jours avant le départ de Hambourg, une incorporation de dernière minute eut lieu. L'officier administratif de l'Arsenal la nota dans son carnet personnel comme irrégulière dans sa procédure, mais autorisée par une instance supérieure. Un homme se présenta au quai avec des ordres d'embarquement signés par une autorité dont le sceau ne correspondait à aucun des formats standards de la Kriegsmarine, mais à un organisme que l'officier décrivit seulement comme dépendant de la chaîne de commandement du renseignement naval. L'homme se présenta comme technicien des communications. Son nom, sur les documents d'embarquement, était Karl Brenner. Son numéro matricule ne renvoyait à aucun résultat dans les archives du personnel de Kiel. L'officier nota la divergence, la marqua comme en attente de vérification et autorisa l'embarquement parce que les ordres que Brenner portait avaient une autorité qu'il n'était pas en position de contester. La vérification en attente ne produisit aucun résultat documenté. Les pages du dossier qui auraient décrit son historique de service apparaissent dans l'inventaire du Bundesarchiv comme retirées pour révision de sécurité, sans date prévue de réexamen. À bord, Brenner fut affecté au service de l'officier radio Adolf Wenzel. Wenzel, oberlieutenant de carrière qui connaissait chaque fréquence assignée au navire, remarqua dès la première semaine que Brenner possédait une compétence technique supérieure à celle de tout technicien de la Kriegsmarine avec lequel il avait travaillé. Il connaissait des protocoles et des fréquences qui, en théorie, ne circulaient qu'au sein des départements de renseignement des transmissions du haut commandement. Chaque nuit, entre 2 et 4 heures du matin, il effectuait des transmissions de 3 à 7 minutes que Wenzel ne reconnaissait pas comme assignées au bâtiment. Lorsque Wenzel l'interrogea à ce sujet, Brenner répondit qu'il s'agissait de vérification de matériel autorisé par le commandant. Wenzel vérifia auprès de Rogge. Rogge confirma l'autorisation sans explication supplémentaire. L'adjudant de Rogge, le lieutenant Ulrich Mohr, qui publierait des années plus tard ses mémoires sur la campagne de l'Atlantis, y mentionna un technicien des communications arrivé tardivement dont il ne put vérifier l'identité dans les archives navales consultées pour son ouvrage.
Moore le décrivait comme un homme peu loquace, dormant peu, et que Roge ne présenta jamais formellement aux autres officiers. Personne à bord ne sut à qui Karl Brenner transmettait chaque nuit depuis l'extrémité australe de l'océan Indien. Ce que les planificateurs de la Seekriegsleitung n'avaient pas suffisamment détaillé était la logistique de ravitaillement dans cet environnement. L'Atlantis avait consommé, durant des mois d'opération dans l'Atlantique Nord, une part significative de ses réserves de carburant, de vivres et de munitions. La solution adoptée par le haut commandement impliquait le déploiement du M-fin Alstertor, un navire-citerne qui traversa le sud de l'océan Indien pour rejoindre l'Atlantis dans les eaux de Kerguelen et achever le ravitaillement qu'aucun sous-marin de classe 14 n'aurait pu effectuer à une telle distance des bases allemandes. Le transfert de carburant entre l'Alstertor et l'Atlantis fut l'une des opérations les plus exigeantes techniquement que l'équipage de la Kriegsmarine exécuta durant la guerre, sans recevoir par la suite la moindre reconnaissance publique. C'est au cours de l'exploration systématique des grottes de basalte de la côte ouest, à la recherche de points de stockage pour les approvisionnements débarqués de l'Alstertor, que l'équipage fit des découvertes qu'aucun des planificateurs de l'opération n'avait prévues et qu'aucun rapport officiel ultérieur ne décrivit dans leur totalité. Dans la première grotte explorée par l'équipe que le premier officier Erich Kuhn avait ordonné de déployer ce matin-là, parmi les conteneurs de carburant et les caisses de provisions correspondant au contenu attendu selon le plan de mission, se trouvaient 6 caisses en bois renforcées de cerclages d'acier scellés à la cire rouge. Le sceau imprimé sous la cire appartenait au Reichssicherheitshauptamt, l'Office central de sécurité du Reich, l'organisme qui, depuis Berlin, coordonnait les camps de concentration, les opérations de renseignement extérieur et les projets d'armement classifiés que la Kriegsmarine conventionnelle n'avait pas besoin de connaître pour accomplir sa mission. L'officier commandant l'équipe de débarquement photographia les caisses avant de les toucher, conformément au protocole de documentation des cargaisons non inventoriées, et informa Roge de la découverte. Roge examina le sceau, lut le numéro de référence imprimé sous la cire et ordonna que les caisses restent exactement où elles se trouvaient, sans les ouvrir, sans les déplacer et sans les inclure dans le registre d'inventaire de la grotte. Lorsque l'opération Tabarin déploya son contingent dans l'archipel quelques semaines après le naufrage de l'Atlantis et que les commandos norvégiens explorèrent les grottes de la côte ouest, l'inventaire transmis à Londres décrivait le contenu avec suffisamment de précision pour établir une activité allemande soutenue. Ce que cet inventaire ne mentionnait sur aucune de ces pages, c'étaient les 6 caisses du Reichssicherheitshauptamt. Le rapport de l'opération Tabarin fut partiellement déclassifié en 1995. La section relative à l'exploration des grottes de la côte ouest présente une discontinuité de numérotation entre les pages 47 et 52, enregistrées au Public Record Office comme pages retirées pour révision de sécurité, sans date prévue de réexamen. Ce que contenaient ces caisses ne fut jamais documenté publiquement. Dans la deuxième grotte, accessible uniquement par une escalade de 40 mètres au-dessus du niveau de la mer, l'équipe découvrit les restes d'un abri de baleiniers abandonné dont les marques gravées dans le bois dataient de 1890. La grotte avait protégé la structure des vents pendant 5 décennies et les températures constantes sous le point de congélation avaient agi comme un système de conservation naturelle. Ce que les marins de l'Atlantis trouvèrent à l'intérieur constituait un inventaire macabre de l'histoire de la navigation australe. 3 squelettes humains disposés en différentes positions sur ce qui avait été la plateforme de bois servant de plancher à l'abri, un coffre métallique muni d'un cadenas rouillé qui céda au premier choc, et à l'intérieur du coffre, enveloppé dans une toile cirée qui avait conservé le papier dans un état étonnamment bon, un journal de 46 pages rédigé en anglais archaïque que le premier officier Erich Kuhn commença à traduire cette même nuit. Le journal relatait l'agonie du baleinier britannique Fortunate Enterprise, qui avait cherché refuge dans la baie de Kerguelen durant l'hiver austral de 1890 après avoir subi des dommages structurels lors d'une tempête ayant duré 11 jours consécutifs. L'équipage, composé de 19 hommes, avait construit l'abri dans l'espoir d'être secouru. Le secours ne vint jamais. Le journal documente la dégradation progressive de l'équipage au cours des mois d'hiver, la mort par hypothermie des premiers hommes, l'épuisement des provisions au mois de juillet et finalement, dans les 12 dernières pages,
d'une écriture reflétant l'extrême faiblesse de l'auteur, les décisions que les survivants prirent pour prolonger leur existence. Les 3 squelettes étaient les 3 derniers hommes du Fortunate Enterprise, morts de faim ou de froid en août 1890. Mais le journal ne fut pas la seule découverte dans cette grotte. Dans le coin le plus éloigné de l'entrée, partiellement dissimulé sous une dalle de basalte, se trouvait une caisse en bois fabriquée dans une essence qui ne correspondait à aucune des espèces utilisées dans la construction navale britannique du XIXe siècle. Son système de fermeture métallique était clairement postérieur à 1920. La caisse ne portait aucune marque extérieure, aucun sceau, aucun numéro de référence. À l'intérieur se trouvaient des documents rédigés en 3 langues, allemand, anglais et portugais. Selon une note interne partiellement censurée conservée dans les fonds restreints du Politisches Archiv du ministère allemand des Affaires étrangères, ces documents faisaient référence à des coordonnées géographiques dans l'archipel, à des noms de code non identifiés et à des quantités exprimées dans des unités que les analystes qui les examinèrent ultérieurement ne purent interpréter avec certitude. On y trouvait également une carte manuscrite de la côte ouest de Kerguelen, comportant des positions marquées qui ne correspondaient à aucun des points identifiés par l'Atlantis lors de son exploration. Les documents étaient datés entre 1931 et 1938. Kerguelen n'avait aucune population permanente. Quelqu'un avait été dans cette grotte avant les Allemands, de manière systématique et pendant des années, et avait laissé ces éléments préparés pour que quelqu'un d'autre les découvre. Rodge lut les documents cette nuit-là. Le lendemain matin, lorsque l'officier qui les avait trouvés demanda ce qu'ils devaient en faire, Rodge répondit qu'ils étaient déjà pris en charge par les canaux appropriés. Les documents ne furent plus mentionnés dans aucun registre de l'Atlantis. Le lieutenant Ulrich Mohr nota cette nuit-là dans son journal personnel que Rodge avait passé plusieurs heures dans sa cabine avec des documents ne correspondant à aucune des catégories de matériel opérationnel qu'il gérait habituellement. Lorsqu'il l'interrogea le lendemain, Rodge ne répondit pas. Ulrich, dans les mémoires qu'il publia après la guerre, décrivit la découverte de la grotte des baleiniers et l'impact qu'elle produisit sur l'équipage avec une précision que Kuhn, dans ses propres notes privées conservées aux Bandesarchiv, confirma des années plus tard. Ce que Mohr n'inclut pas dans ses mémoires, et que Kuhn consigna, fut ce que l'un des hommes de l'équipe d'exploration trouva dans le coin le plus éloigné de cette grotte. La caisse sans marque, contenant des documents en 3 langues que personne ne sut déchiffrer. La découverte dans la grotte ne produisit pas chez les hommes l'impact émotionnel attendu, mais quelque chose de plus troublant. Une familiarisation prématurée avec l'idée que le lieu où ils étaient arrivés était capable de faire aux hommes ce qu'aucune formation militaire n'avait jugé nécessaire de les préparer à affronter. Rodge observa que le problème n'était plus seulement le climat ni l'isolement. Au cours des derniers jours, de petits incidents avaient commencé à se produire, ne correspondant pas à la routine habituelle de l'Atlantis. La mort du marin Bernhard Herrmann survint sans avertissement. Herrmann, un canonnier de 21 ans né à Schnellewald, en Silésie, dont les registres de l'équipage datent le décès au 29 décembre 1940, mourut alors qu'il effectuait des travaux d'entretien à l'extérieur du navire. Dans les registres de l'Atlantis, sa mort figure comme accident de travail en conditions de service. L'officier d'artillerie Lorenz Cash, qui supervisait les travaux d'entretien ce jour-là, en informa Rodge. Enterrer Bernhard Herrmann aux îles Kerguelen nécessita 3 heures de travail sur une couche de terre gelée dont la dureté transforma la tâche en un effort exténuant pour les 6 marins désignés. La fosse atteignit 70 cm avant de rencontrer la roche basaltique massive. Rodge prononça une prière. Le premier officier Kuhn nota les coordonnées exactes pour le rapport qu'il enverrait à la Seekriegsleitung. Puis l'équipage regagna le navire. C'était la première mort de l'Atlantis sur la terre ferme. Herrmann est enterré dans ce que les historiens navals ont décrit comme la tombe de guerre allemande la plus australe de la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'aucun des hommes ayant participé à l'enterrement ne pouvait savoir, c'est ce que cette tombe révélerait des décennies plus tard. Au cours de l'été austral 1987, une équipe scientifique préleva à Kerguelen des échantillons de sédiments pour une étude sur le recul glaciaire. L'assistant de terrain nota dans le carnet de travail de l'expédition
Une seconde anomalie de matériaux radioactifs traités, distincte de la concentration principale qui serait publiée 2 ans plus tard. À côté de la coordonnée de cette anomalie secondaire, il écrivit en anglais les mots « secondary source » et ajouta une observation que l'article publié ne reprit pas. Le rayonnement de cette seconde source provenait du sous-sol, non du sédiment de surface. Il provenait de quelque chose d'enterré. La coordonnée de cette source secondaire coïncide, avec une précision de moins de 20 mètres, avec la position que les registres de navigation de l'Atlantis permettent d'estimer pour la tombe de Hermann. Lorsque l'article scientifique fut publié en 1989, la coordonnée de l'anomalie secondaire n'y figurait pas plus que l'observation sur l'origine souterraine du rayonnement. L'assistant, contacté des années plus tard par un chercheur ayant comparé le brouillon original avec l'article publié, expliqua que le directeur de l'expédition lui avait demandé de supprimer cette section parce qu'elle compliquait l'interprétation des données principales et pouvait susciter des questions auxquelles l'expédition n'était pas équipée pour répondre. Le directeur, contacté par le même chercheur, déclara ne pas se souvenir avoir donné cette instruction. La tombe de Bernard Herrmann repose dans le basalte de Kerguelen depuis le 29 décembre 1940. Personne n'a officiellement demandé son exhumation. Personne n'a expliqué pourquoi elle émet des radiations. Les semaines passées à Kerguelen avaient commencé à révéler que la mission de l'Atlantis comportait plus de strates que ne l'avait décrit aucun ordre d'opération. Et la dernière de ces strates était sur le point d'émerger de l'eau. Que cachèrent les caisses de plomb que le sous-marin japonais transféra à l'Atlantis lors de l'échange secret de Kerguelen? Le signal arriva le 17e jour du séjour dans l'archipel. Les opérateurs radio de l'Atlantis maintenaient une veille permanente sur les fréquences assignées par la Seekriegsleitung pour les communications chiffrées de haut niveau. Cette fois, ils reçurent une séquence de groupes numériques différente des habituelles, plus longue dans son bloc d'ouverture et accompagnée d'un indicatif d'authentification que l'opérateur Adolf Wenzel, qui travaillait depuis 17 mois avec les systèmes de communication du navire, mit plusieurs minutes à retrouver dans les manuels de référence car il correspondait à un protocole qu'il n'avait jamais eu besoin d'utiliser depuis le début de la mission. La clé employée pour déchiffrer le message n'était pas la clé standard de la Kriegsmarine, mais une variante diplomatique que l'Atlantis conservait dans ses livres de code sur instruction express du ministère allemand des Affaires étrangères, un détail qui constituait en soi une irrégularité. Le message déchiffré que Wenzel remit à Rogge 40 minutes après sa réception contenait des instructions d'une nature différente de toute directive opérationnelle que Rogge avait reçue jusqu'alors. Il ne provenait pas de la Seekriegsleitung, mais d'un canal que le sceau du message identifiait comme relevant d'une autorité supérieure dans la chaîne de commandement du Reich, sans préciser ni nom ni fonction, une pratique qui, dans la bureaucratie allemande de 1941, indiquait sans équivoque que l'instruction émanait de l'un des organismes de sécurité ou de renseignement opérant en parallèle des structures militaires conventionnelles. L'Atlantis devait maintenir sa position pendant 48 heures supplémentaires. Il recevrait la visite d'une unité alliée de l'Axe. La nature exacte de cette unité n'était pas précisée, mais le contexte géographique laissait peu d'options. Dans l'océan Indien austral, en 1941, les alliés de l'Axe capables d'opérer à ces latitudes sans escale formaient un groupe très restreint. Un détail de ce message n'est pas expliqué par les documents partiellement déclassifiés du Bundesarchiv Militaire Archiv de Fribourg et Ulrich Mohr lui-même, aide de camp de Rogge et auteur des mémoires les plus détaillées sur la mission de l'Atlantis, le décrit avec une vague inhabituelle dans son récit. Mohr écrit que Rogge lut le message déchiffré 2 fois, le glissa à l'intérieur de sa vareuse sans le commenter pendant les 4 heures suivantes, puis convoqua l'officier des transmissions Wenzel et le technicien arrivé tardivement Karl Brenner pour une réunion nocturne à laquelle Mohr ne fut ni informé ni convié. Ce que Rogge, Wenzel et Brenner discutèrent lors de cette réunion ne fut consigné dans aucun journal de bord consultable. Ce qui demeura, ce fut la conséquence. À partir de cette nuit-là, Brenner commença à exploiter l'équipement radio pendant les quarts de nuit de manière indépendante, sans la supervision de Wenzel, qui avait jusque-là constitué la procédure standard pour toute transmission non routinière. Le sous-marin émergea à l'aube du 2e jour d'attente dans des conditions de visibilité que les brumes de Kerguelen réduisaient à moins de 200 mètres.
C'était un E-class de la marine impériale japonaise, le type de sous-marin à long rayon d'action que le Japon avait développé tout au long des années 30 précisément pour opérer dans les océans les plus reculés du monde, avec une autonomie que les conceptions européennes contemporaines ne pouvaient égaler. Les I-class de la marine impériale étaient les plus grands sous-marins du monde en 1941, avec un déplacement en plongée supérieur à 2000 tonnes et une autonomie opérationnelle de 20 à 25 000 milles nautiques sans ravitaillement, presque le double des meilleurs U-boots allemands de l'époque. La silhouette qui émergea de la brume présentait les proportions caractéristiques de ces bâtiments, sensiblement plus grandes que celles de tout U-boot, avec un massif allongé abritant le hangar de l'hydravion de reconnaissance Yokosuka E-14A. Sa ligne de pont, observée par les marins de l'Atlantis depuis le bastingage, fut décrite dans des fragments de correspondance privée ayant survécu au protocole de destruction comme appartenant à un autre océan que le leur. Ce qu'un sous-marin de la marine impériale japonaise faisait dans les eaux subantarctiques de l'océan Indien, à plus de 5000 milles nautiques de la base navale japonaise la plus proche susceptible de l'avoir envoyée, était une question dont la réponse se trouvait dans les caisses scellées que ces marins commencèrent à transférer à l'Atlantis à l'aide d'un Zodiac gonflable au cours des 2 heures suivantes. Et aussi, bien que cela ne devienne clair que bien plus tard, dans les passagers que le sous-marin transportait à bord. Car le E-class n'arriva pas seulement avec du fret, il arriva avec des personnes. Ce détail n'apparaît pas dans la version de la rencontre que Moore décrivit dans ses mémoires publiées. Il n'apparaît pas non plus dans les fragments déclassifiés des archives de l'Atlantis mis à disposition des chercheurs par le Bundesarchiv Militär Archiv à partir des années 90. Il apparaît en revanche dans une source que personne ne relia pendant des décennies à la rencontre de Kerguelen. Une note interne du ministère japonais des Affaires étrangères datée de février 1942, retrouvée parmi les archives saisies par les forces alliées à Tokyo en 1945 et transférée aux archives du département d'État américain, où elle demeura classée sous une référence générique d'archives de guerre japonaises sans qu'aucun chercheur ne l'identifie dans ce contexte. Jusqu'à ce que l'historien allemand Dieter Krause, dans sa monographie de 1994, signale l'existence de documents japonais décrivant un contact naval avec des forces allemandes dans l'océan Indien austral à l'automne 1941. La note du ministère des Affaires étrangères ne précise pas la nature des passagers. Elle emploie l'expression « technicien de liaison », une désignation suffisamment vague pour ne pas indiquer leur origine institutionnelle et mentionne que le contact eut lieu aux coordonnées de l'archipel de Kerguelen, avec des résultats satisfaisants pour les deux parties. Qui étaient les techniciens de liaison? La réponse que permettent de reconstituer les fragments disponibles conduit au programme conjoint d'échange technique que l'Allemagne et le Japon avaient établi par l'intermédiaire de leurs missions navales à Berlin et à Tokyo depuis la fin des années 30. Ce programme incluait l'envoi périodique d'officiers techniques et de scientifiques entre les deux puissances afin de faciliter le transfert de connaissances dans des domaines spécifiques du développement de l'armement. En 1941, l'un des domaines présentant le plus grand intérêt pour ces échanges était précisément celui que représentaient les caisses portant le sceau du RSHA, entreposées dans les grottes de basalte de Kerguelen. Les matériaux et les connaissances associés au programme de recherche en physique nucléaire que les deux puissances avaient lancé, à des degrés d'avancement différents et sous une compartimentation interne si stricte que même les participants ne disposaient pas toujours d'une vision complète de ce que l'autre partie apportait à l'échange. L'échange qui eut lieu dans les eaux de Kerguelen à l'aube fut, au regard de ce que les archives permettent de reconstituer, l'un des épisodes les plus significatifs de la coopération technique entre les puissances de l'Axe, et aussi l'un des moins documentés. L'Allemagne transférait au Japon les plans complets de son programme de moteur à réaction, y compris les spécifications techniques du moteur Junkers Jumo 004, que le programme aéronautique japonais tentait de développer depuis des années sans parvenir à résoudre les difficultés liées à la turbine haute température. En échange, le Japon remettait à l'Allemagne une cargaison que des documents allemands ultérieurs désignent sous l'expression matériel pour le programme spécial, une formule qui, dans le vocabulaire bureaucratique du Reich en 1941, était réservée aux matériaux liés au projet d'armement expérimental.
Les caisses de plomb numérotées que les marins japonais transférèrent au Zodiac, puis à l'Atlantis, contenaient 50 kg d'oxyde d'uranium provenant des mines que le Japon contrôlait dans les territoires occupés de Mandchourie. Le matériau avait été purifié à un degré de concentration qui ne correspondait à aucun usage industriel conventionnel de l'uranium. En 1941, l'uranium était principalement utilisé comme colorant pour les émaux céramiques et dans la fabrication de certains types de verres spécialisés. Le profil de purification du matériau contenu dans les caisses de plomb ne correspondait à aucun de ces usages. L'épaisseur inhabituelle des récipients en plomb, le système de numérotation des caisses conforme au protocole de classification des matériaux radioactifs que l'Uranverein allemand, le Club de l'uranium, avait standardisé pour ses envois entre laboratoires, et l'instruction explicite de Rogge de ne pas inventorier la cargaison dans les registres standards du navire constituaient des indicateurs suffisamment précis pour tout expert en physique nucléaire en 1941. Les marins de l'Atlantis n'étaient pas des experts en physique nucléaire, c'étaient des marins. Ils chargèrent les caisses, sans consigne particulière de manipulation, les entreposèrent dans la cale à vente avec d'autres marchandises, puis reprirent leur routine. Personne dans la chaîne de commandement immédiate du navire ne les informa de la nature spécifique du matériau qu'ils venaient d'embarquer. Les instructions de Rogge étaient générales, matériel classifié, accès restreint, ne pas inventorié dans les registres standards de cargaison. La Sikriegsleitung n'avait pas jugé nécessaire, ou peut-être pas jugé opportun, de fournir des directives supplémentaires concernant les risques spécifiques du contenu. Si Rogge savait exactement ce qu'il transportait dans ses cales, il ne partagea pas cette information avec Meinecke, le médecin de bord. Les premiers signes apparurent 3 semaines après le chargement. Le Sanitätsoffizier Karl Meinecke commença à recevoir à l'infirmerie des marins présentant des symptômes qui ne correspondaient à aucun tableau clinique habituel pour un équipage soumis aux conditions des latitudes australes, nausées persistantes sans vomissement, perte de cheveux en proportion que les intéressés décrivaient comme des mèches entières retrouvées sur leurs oreillers pendant le sommeil, et une fatigue qui ne cédait pas au repos, décrite non comme une lassitude musculaire, mais comme un épuisement provenant d'un endroit plus profond que les muscles. Meinecke, formé à la médecine navale conventionnelle sans spécialisation dans ce qui, en 1941, ne s'appelait même pas encore médecine radiologique, diagnostiqua d'abord ces symptômes comme la conséquence d'un stress prolongé et d'une exposition continue au froid austral. Les hommes affectés étaient précisément ceux qui avaient participé au chargement et à l'entreposage des caisses de plomb, ceux qui avaient manipulé directement les conteneurs, ceux qui travaillaient dans la section de la cale où ils étaient stockés, et dans une moindre mesure ceux qui passèrent du temps sur les ponts adjacents. L'oxyde d'uranium émettait des radiations en quantité qui, lors d'une exposition ponctuelle et brève, n'auraient pas produit d'effets cliniques observables à court terme, mais la proximité prolongée pendant des semaines, dans des espaces confinés à ventilation limitée, avait commencé à produire les effets que la physique nucléaire décrirait des décennies plus tard sous le nom de syndrome d'irradiation chronique à faible dose, un dommage silencieux et cumulatif qui ne se manifestait pas avec la violence immédiate d'une irradiation aiguë, mais par la persistance corrosive d'un processus que le corps ne pouvait réparer au rythme auquel le dommage se produisait. Alors que l'Atlantis poursuivait sa mission, de petits signaux accumulés au fil des semaines commençaient à former un schéma reconnaissable. À des milliers de kilomètres de là, des analystes et des opérateurs du renseignement reconstruisaient lentement sa position. Dans le prochain bloc, nous verrons comment ils parvinrent à localiser l'Atlantis et ce qui déclencha le tournant décisif de l'opération. À quel moment Rogge comprit-il que son navire était suivi et comment les Alliés réussirent-ils à localiser l'Atlantis sans l'attaquer directement? Au printemps 1941, les cryptographes de Bletchley Park travaillaient sous une pression constante. Déchiffrer un message codé par la machine Enigma n'était pas un processus rapide, mais une élimination systématique des possibilités. Pour l'accélérer, Alan Turing et Gordon Welshman avaient conçu les bombes électromécaniques, des machines capables d'effectuer en quelques minutes des vérifications qui auraient demandé des semaines à un cryptographe humain. Malgré cela, chaque message demeurait une course contre la montre.
Le déchiffrement pouvait exiger des heures, voire des jours, et lorsque le résultat était enfin obtenu, l'information avait souvent perdu une partie de sa valeur opérationnelle. Le système de renseignement météorologique de la Royal Navy avait développé, au cours des 2 premières années de la guerre, une compréhension suffisamment précise des schémas de transmission des navires météorologiques allemands, les Wetterschiff, pour identifier les caractéristiques distinctives de leurs émissions radio, notamment la fréquence, la puissance d'émission, l'intervalle entre les messages et le format de codage des données atmosphériques. Lorsqu'un analyste du département de renseignement des transmissions détecta au printemps 1941 une séquence d'émissions météorologiques provenant de coordonnées situées dans le sud de l'océan Indien, à des latitudes où aucun navire météorologique allemand n'aurait dû se trouver, l'anomalie ne déclencha aucune alerte d'urgence, mais entra dans le processus habituel de vérification et d'analyse que Bletchley Park appliquait à toute transmission d'origine incertaine. Ce qui rendait cette transmission singulière n'était pas seulement son origine géographique, mais aussi son contenu. Les données météorologiques émises depuis ces coordonnées étaient d'une précision extraordinaire pour un point de l'océan que le réseau d'observation allié considérait comme pratiquement une zone morte, sans navires alliés dans un rayon de 800 milles et sans station météorologique terrestre dans un rayon de 2000. Une telle précision n'était possible que si l'émetteur disposait d'une instrumentation météorologique de qualité professionnelle et demeurait stationnaire, ou presque, à ses coordonnées pendant des périodes prolongées. Un navire en transit ne produisait pas des données météorologiques d'une telle constance. Quelqu'un était au mouillage ou naviguait en cercle très restreint à l'extrémité australe de l'océan Indien. Le réseau Ultra, le système intégré d'exploitation du renseignement issu des transmissions allemandes que l'amirauté britannique avait construit à partir des succès de Bletchley Park, mit 6 semaines à produire une estimation de position suffisamment précise pour être considérée comme ayant une valeur opérationnelle. La réponse alliée ne fut pas celle qu'aurait recommandé un planificateur naval conventionnel. Un bombardement ou un raid naval direct aurait détruit toute installation que l'Atlantis aurait pu établir dans l'archipel, mais aurait en même temps révélé que les Alliés avaient localisé le navire grâce à l'analyse des signaux, alertant la Seekriegsleitung de la vulnérabilité de ses communications. L'opération que l'amirauté conçut à la place ne figurait dans aucun plan d'opération navale conventionnel. Sa dénomination officielle, Opération Tabarin, fut enregistrée dans les archives sous un niveau de classification dont une partie ne fut levée que des décennies plus tard, et la nature du contingent déployé pour l'exécuter ne correspondait à aucune des unités que la hiérarchie de la Royal Navy aurait sélectionnées pour une mission navale de combat. Les hommes recrutés pour l'opération Tabarin étaient, pour la plupart, norvégiens. La Norvège était tombée sous occupation allemande en avril 1940. Dans les mois qui suivirent, des milliers de militaires et de civils norvégiens traversèrent la mer du Nord pour rejoindre les forces alliées en Grande-Bretagne. Leur expérience de la navigation et des opérations en climat extrême apporta des capacités précieuses à l'effort commun. Parmi ces compétences, la plus déterminante était la connaissance pratique de l'environnement subarctique et du climat polaire, accumulée au fil des générations de navigation, de pêche et d'opérations baleinières dans les mers du nord de la Norvège, dans les eaux de l'Atlantique Nord, et pour les équipages de la flotte baleinière norvégienne, dans les latitudes australes où la Norvège avait maintenu pendant des décennies la flotte de chasse à la baleine la plus productive du monde. Les harponneurs norvégiens intégrés au contingent de l'opération Tabarin étaient des hommes qui avaient passé des saisons entières dans les eaux des Kerguelen, des Shetland du Sud et de la Géorgie du Sud, qui connaissaient la météorologie australe non par des théories climatologiques mais par l'expérience physique de l'avoir endurée pendant des mois, capables de lire la formation des nuages et la direction des vents polaires. Certains d'entre eux connaissaient les criques et les baies cachées des Kerguelen avec un degré de précision suffisant pour y naviguer par visibilité nulle, utilisant le bruit des vagues contre les falaises comme système de navigation acoustique. La traque commença par l'analyse des résidus. Les harponneurs norvégiens, qui avaient travaillé pendant des années dans des eaux où la présence d'un navire se détectait d'abord par l'odorat avant de l'être par la vue, savaient qu'un bâtiment de guerre laissait dans l'eau une trace chimique persistante. L'huile des machines qui s'infiltrait inévitablement par les joints de la coque, les résidus d'eau de cale régulièrement pompés à l'extérieur, le film d'hydrocarbures produit lors des manœuvres de ravitaillement.
Dans les conditions particulières des eaux des Kerguelen, où les courants circumpolaires dispersaient lentement ces résidus en spirale prévisible, un pisteur expérimenté pouvait estimer la direction d'origine de la contamination avec une précision qui surprit les officiers de marine britanniques supervisant l'opération. Combinée à l'analyse des fréquences radio, que les opérateurs de l'opération Tabaran surveillaient depuis une station provisoire établie sur la côte des Kerguelen, dès les premières semaines de la mission, la traque par résidus chimiques permit d'obtenir une localisation qui réduisit la zone de recherche à une baie spécifique sur la côte ouest de l'île principale en l'espace de 10 jours. La guerre de l'ombre qui suivit, sur les glaciers et les falaises, ne fut pas documentée dans les rapports officiels de l'opération avec le degré de détail que ses exécutants méritaient. Ce que les archives consignent, c'est une série d'opérations de sabotage et de neutralisation contre les installations que l'Atlantis avait établies à terre, menées sur plusieurs semaines, avec des pertes minimales dans le contingent allié et des effets progressivement plus sévères sur la capacité opérationnelle du corsaire auxiliaire. Les archives ne décrivent pas les nuits durant lesquelles les pisteurs norvégiens restèrent immobiles pendant des heures sur des pics de basalte, le corps plaqué contre la roche pour effacer toute silhouette visible, attendant le mouvement d'une figure sur le pont d'un navire à peine discernable dans la brume à 400 mètres. Elles ne décrivent pas la nuit où l'un de ces pisteurs tira une seule fois, dans des conditions de vent de travers et par température négative, et ne manqua pas sa cible. Elles ne décrivent pas l'opération au cours de laquelle 2 membres du contingent se jetèrent à l'eau à 2 degrés au-dessus du point de congélation, nagèrent jusqu'à la coque de l'Atlantis, localisèrent dans l'obscurité les vannes de purge des ballastes accessibles depuis l'extérieur et injectèrent de l'eau de mer dans les réservoirs de ballast du navire avec la précision méthodique de ceux qui ont répété la procédure des dizaines de fois dans des eaux moins mortelles. L'eau de mer gela dans les heures suivantes, son expansion bloquant les systèmes de vannes et mettant sous pression les connexions des conduites de propulsion, provoquant des avaries mineures mais cumulatives que l'équipe des machines de l'Atlantis mit des jours à diagnostiquer. Mais il y eut une nuit où l'opération faillit se terminer d'une manière entièrement différente. Selon une note interne du contingent Tabarin conservée dans les fonds restreints du Public Record Office de Kew, à une date que les archives situent à la 3e semaine des opérations, l'un des pisteurs norvégiens fut capturé par une patrouille de marins de l'Atlantis lors d'une incursion nocturne sur la côte. L'homme, identifié dans la note uniquement comme opérateur N, s'était approché trop près du périmètre du navire pour installer un dispositif d'écoute sur la roche basaltique depuis laquelle le contingent surveillait les transmissions radio allemandes. La patrouille l'intercepta avant qu'il ne puisse se replier. Ce qui se produisit dans les heures suivantes n'est décrit dans aucun document déclassifié, mais le résultat est consigné d'une seule ligne dans le même registre. L'opérateur N regagna le camp à l'aube du lendemain, sans explication supplémentaire, sans mention de la manière dont cela avait été possible. L'opérateur ne donna aucun détail à ses supérieurs. Ce qui fut en revanche enregistré, c'est qu'à partir de cette nuit, le contingent modifia ses procédures d'incursion et réduisit son périmètre d'action. Quelqu'un, à bord de l'Atlantis, avait vu quelque chose, et ce qu'il avait vu lui avait appris qu'il n'était pas seul au Kerguelen. Rogge comprit, avant même que le schéma ne devienne indiscutable, que quelque chose avait changé dans son environnement. Les incidents que ces ingénieurs interprétaient comme les conséquences d'une usure naturelle étaient trop ciblés, affectaient avec trop de constance les systèmes critiques et survenaient avec une régularité qui dépassait toute probabilité statistique de l'accident. L'Atlantis ne subissait pas les rigueurs de l'océan austral. Il était détruit, pièce après pièce, par quelqu'un qui le connaissait suffisamment pour savoir exactement comment agir. Et désormais, Rogge le savait, même s'il ne pouvait pas le prouver. Comment s'est achevée la mission de l'Atlantis et que s'est-il produit lors de son affrontement final contre le croiseur britannique Devonshire? La décision de tenter la fuite fut prise dans les dernières heures d'octobre 1941. La réunion dans la salle des cartes dura 4 heures. Les systèmes de propulsion avaient subi des dommages cumulés qui réduisaient la vitesse maximale du navire à moins de 70% de sa capacité nominale. Les réserves de pièces de rechange étaient épuisées et au moins 16 membres d'équipage présentaient une dégradation physique que le Sanitätsoffizier Meinecke continuait d'attribuer dans ses rapports officiels à une fatigue chronique.
Mais, lors de ses conversations privées avec Rogge, il avait commencé à la décrire avec une franchise que ses rapports écrits évitaient. Des hommes qui s'éteignaient, sans cause identifiable, à un rythme qui ne correspondait à aucune maladie qu'il eût traitée auparavant. Rester équivalait à attendre une capture organisée avec patience. Partir signifiait affronter la haute mer avec un navire endommagé et un équipage partiellement inapte. Avant d'ordonner le départ, Rogge activa le protocole Verbrandte Erde, le protocole de la terre brûlée. Les grottes de basalte où l'Atlantis avait stocké des provisions pendant des semaines furent détruites au moyen de charges explosives placées sur les points structurels identifiés durant le séjour. La grotte où les caisses de plomb avaient été entreposées reçut une charge supplémentaire. Les archives documentaires accumulées durant 17 mois d'opération furent brûlées dans l'incinérateur de bord au terme de 4 heures de travail continu. Les plans des moteurs à réaction échangés avec le sous-marin japonais, les registres de la cargaison d'uranium et des milliers de mètres de pellicule en 16 mm que l'officier de renseignement avait filmé à Kerguelen, y compris les images des marins irradiés que personne n'avait su expliquer et que désormais plus personne ne verrait. L'officier de renseignement nota dans son journal ce soir-là que la destruction de ces archives n'effaçait pas les faits qu'elles documentaient. Elle effaçait seulement la preuve que quelqu'un, au sein du Reich, avait jugé ces faits suffisamment importants pour en ordonner l'exécution. Le white-out survint avant que l'Atlantis n'ait achevé sa sortie de la baie principale. L'enseigne de vaisseau Georg Steinhoff dirigea les 2 premières heures de la fuite en utilisant exclusivement le sonar et les données du gyroscope, calculant chaque correction de cap à partir du temps écoulé et de la vitesse estimée. Une erreur de 2 degrés pouvait placer le navire sur la trajectoire d'un iceberg assez massif pour le briser en 2 avant même que le sonar ne le détecte à temps pour manœuvrer. Le sonar demeurait silencieux, mais en haute mer, l'absence de signaux pouvait indiquer aussi bien la solitude que la proximité de quelque chose qui n'était pas encore entré dans le champ de détection. La rencontre eut lieu le 2e jour de navigation, lorsqu'une silhouette du croiseur HMS Devonshire émergea du brouillard par le travers arrière tribord. Sa trajectoire avait été calculée pour intercepter l'Atlantis selon un angle qui ne lui laissait aucun espace de manœuvre sans exposer son flanc ou sa poupe au feu de ses canons de 6 pouces. Le signal transmis fut direct. Stopper les machines et s'identifier. Rogge ordonna de retirer les panneaux de camouflage. Pour la dernière fois dans la vie opérationnelle de l'Atlantis, les plaques d'acier coulissèrent pour révéler l'artillerie restée dissimulée durant 17 mois. Le navire, qui avait navigué sous des dizaines d'identités différentes, révéla sa véritable nature face à un adversaire qui savait déjà exactement qui il était. Les premiers impacts du Devonshire frappèrent la superstructure de l'Atlantis avant que ses canons ne puissent établir un rythme de tir efficace. Dans les premières minutes, une des tourelles avant fut mise hors service et 2 hommes moururent sur le pont sans que personne ne puisse les atteindre, tandis que le feu continu maintenait les positions exposées sous les projectiles. L'Atlantis ripostait avec les pièces encore opérationnelles et certains de ses obus atteignaient le Devonshire. Mais la coque marchande n'avait pas été conçue pour absorber l'artillerie navale de gros calibre, et chaque impact britannique infligeait des dégâts que les coups de l'Atlantis ne pouvaient compenser. Un obus frappa la cale avant de l'Atlantis, au lieu de la lueur orange et de la fumée noire qui accompagne la détonation d'un projectile dans la cale d'un navire. L'explosion produisit, l'espace d'un instant, une luminescence bleu-vert qui se propagea par l'orifice d'entrée et par les écoutilles ouvertes du pont. Elle était visible depuis le Devonshire, à 3 milles de distance, même dans les conditions de brouillard qui marquaient la fin du white-out. Elle dura entre 3 et 5 secondes. Aucun des observateurs ne trouva de mots pour la désigner. L'officier d'artillerie du Devonshire la décrivit, dans son rapport ultérieur, comme un phénomène non identifié, possiblement lié à des réactions chimiques de la cargaison au contact du feu du projectile. L'expression « non identifiée » demeura dans le rapport parce qu'elle était la seule honnête disponible en 1941. La physique qui aurait expliqué cette luminescence ne serait formulée publiquement qu'après l'achèvement du programme Manhattan. À ce moment-là, l'Atlantis reposait déjà depuis 3 ans au fond de l'océan Indien. L'Atlantis coula 10 minutes après la cessation du feu. Rogge fut le dernier à abandonner le navire.
Depuis l'eau, entouré de survivants agrippés aux embarcations et aux débris que l'explosion avait projetés en mer, il vit l'étrave s'enfoncer la première, avec une lenteur qui ne correspondait pas aux dommages visibles sur la coque. Puis le pont et enfin la poupe, l'hélice encore hors de l'eau. Les protocoles de la Kriegsmarine prévoyaient que les corsaires auxiliaires opéraient avec des sous-marins de soutien dans de vastes zones de l'océan. L'un d'eux se trouvait suffisamment proche pour recevoir l'appel de détresse. Le sous-marin U-126 arriva sur zone alors que le Devonshire se trouvait encore dans le secteur. Pendant 40 minutes, le commandant du sous-marin allemand de type 9C manœuvra en surface parmi les survivants dispersés dans l'eau, exposés sans protection aux canons du croiseur britannique, recueillant les hommes des embarcations et des débris flottants, un par un. Les hommes du U-126 se penchaient par-dessus le pont pour hisser les corps hors de l'océan. Le Devonshire n'ouvrit pas le feu. Peu après, il quitta la zone sans tenter d'empêcher le sauvetage. Les raisons exactes ne furent jamais clairement consignées dans les archives de l'amirauté britannique. Parmi ceux qui n'atteignirent pas les embarcations se trouvaient plusieurs des marins ayant manipulé les caisses de plomb dans les cales de Kerguelen. Leurs noms figurent dans les registres de l'Atlantis comme disparus au combat. Les documents ne contiennent aucune référence à leur état physique dans les jours précédant le naufrage. Les caisses de plomb reposaient désormais au fond de l'océan Indien austral, à 3000 mètres de profondeur, aux côtés des restes du navire et d'une partie des archives que l'incinérateur n'avait pas entièrement détruites. Dans l'obscurité et sous des pressions extrêmes, le métal entamait un processus de corrosion lent et inévitable. Ce qui subsista dans les documents permit de reconstituer les grandes lignes de l'histoire. Mais cela ne suffit pas à répondre à toutes les questions. Les 50 kg d'oxyde d'uranium disparurent avec l'Atlantis et, avec eux, une part de l'histoire échappa définitivement aux archives. Qu'est-il arrivé aux survivants de l'Atlantis après le naufrage du navire? La guerre s'acheva pour l'Atlantis le 22 novembre 1941, mais elle ne s'acheva pas pour les hommes qui l'avaient servi. Le U-126 remorqua les embarcations des survivants pendant 2 jours dans l'Atlantique Sud. 300 hommes répartis entre des canots en bois et des radeaux pneumatiques sous un soleil équatorial qui, le jour, atteignait des températures incompatibles avec une exposition prolongée et des nuits qui descendaient à des niveaux que les blessés ne pouvaient supporter sans assistance médicale. Le Sanitätsoffizier Meinecke opéra sur du bois détrempé, avec les instruments qu'il avait réussi à extraire du navire avant de l'abandonner. Le 24 novembre arriva le Python. C'était un navire de ravitaillement allemand opérant dans l'Atlantique Sud pour approvisionner les sous-marins. Les 400 survivants de l'Atlantis montèrent à bord. Rogge réunit ses officiers et fit le point sur l'état de l'équipage. Les blessés furent transférés à l'infirmerie. Les hommes que Meinecke surveillait furent installés dans des cabines. Pour la première fois depuis des jours, il y avait de l'eau chaude et de la nourriture. Ils y restèrent 9 jours. Le 1er décembre 1941, le HMS Dorsetshire surprit le Python en train de ravitailler le U-126 et le UA dans les eaux au sud de Sainte-Hélène. Le Dorsetshire était le navire jumeau du Devonshire, le même type de croiseur lourd, équipé des mêmes canons de 8 pouces, qui avaient coulé l'Atlantis 9 jours plus tôt. Le commandant du Python ordonna l'abandon et le sabordage du bâtiment avant que le Dorsetshire n'ouvre le feu. Les 400 survivants de l'Atlantis, qui avaient passé 2 jours dans des embarcations et 9 jours à bord du Python, se retrouvèrent de nouveau à la mer. Le Dorsetshire ne tira pas sur les survivants. Il se retira de la zone après avoir constaté que le Python coulait, tout comme le Devonshire s'était retiré sans tirer sur le U-126 9 jours auparavant. Aucun des 2 commandants britanniques n'expliqua cette décision dans ses rapports au-delà du protocole standard. Les 4 sous-marins allemands opérant dans l'Atlantique Sud recueillirent les survivants des 2 naufrages. Chaque sous-marin prit à son bord environ 100 hommes. Le reste fut réparti dans 10 canots de sauvetage que les sous-marins remorquèrent. Dans ces conditions, avec des sous-marins italiens arrivés en renfort et prenant en charge une partie du transport, la flottille improvisée mit le cap sur la France. Les survivants de l'Atlantis arrivèrent à Saint-Nazaire entre le 25 décembre 1941 et le 3 janvier 1942. Ils avaient fait naufrage 2 fois en 10 jours.
Ils avaient passé des semaines réparties entre canots, radeaux, ponts de sous-marins et cabines, dans des conditions qu'aucun manuel de survie navale n'avait envisagées pour une telle durée et une telle accumulation de circonstances. Rogge débarqua la veille de Noël. Le 29 décembre, il réunit son équipage dans une cathédrale locale. Parmi ceux qui débarquèrent à Saint-Nazaire se trouvaient plusieurs des hommes que Meinecke avait observés à Kerguelen avec des symptômes qu'il ne savait pas nommer. Ils furent enregistrés comme survivants de naufrage, obtinrent une permission et furent renvoyés chez eux. Rogge passa le reste de la guerre en Allemagne. Il atteignit le grade de vice-amiral. Il ne fut pas arrêté par les Alliés après la capitulation allemande en mai 1945, un fait qui, dans le contexte immédiat de l'après-guerre, lorsque pratiquement tous les officiers supérieurs de la Kriegsmarine furent détenus et interrogés, était suffisamment inhabituel pour susciter des commentaires parmi les officiers alliés chargés de superviser la procédure. La raison documentée fut le témoignage des prisonniers britanniques capturés par l'Atlantis durant sa mission. Le capitaine Armstrong White, commandant du City of Baghdad, coulé par l'Atlantis en juillet 1940, déclara devant les autorités alliées que le traitement reçu à bord du corsaire auxiliaire avait suscité le respect plutôt que la haine. Cette déclaration, ainsi que d'autres similaires de prisonniers britanniques ayant passé plusieurs semaines à bord de l'Atlantis avant d'être transférés sur d'autres navires, contribuèrent à établir un profil de Rogge que les autorités alliées jugèrent incompatible avec celui d'un criminel de guerre. Ce que ces déclarations ne pouvaient inclure, parce que leurs auteurs l'ignoraient, c'était le certificat que Rogge avait dû solliciter pendant la guerre afin de pouvoir rester en service actif. Il s'agissait d'une formalité imposée par l'administration du Troisième Reich aux officiers dont l'arbre généalogique comportait des ascendants que la législation raciale en vigueur considérait comme problématiques. Rogge avait un grand-père juif. Sans le certificat de sang allemand que le système lui exigea et lui accorda, il n'aurait pas pu continuer à commander l'Atlantis. Ce fait n'apparaît pas dans ses mémoires publiées en 1955 sous le titre Chiffre 16. Ni dans la traduction anglaise de 1957 intitulée Under 10 Flags. Il fut documenté des décennies plus tard dans les archives du Bundesarchiv qui traitèrent les dossiers administratifs des officiers de la Kriegsmarine. Rogge mourut le 29 juin 1982 à Rheinbeck, en Allemagne, sans avoir mentionné publiquement ce fait dans aucune interview ni dans aucun de ses écrits ultérieurs. Les mémoires de Rogge, ainsi que l'ouvrage parallèle rédigé par son officier Ulrich Mohr en collaboration avec le journaliste Selwood, décrivaient la mission de l'Atlantis avec le détail que 2 témoins directs pouvaient apporter: les navires coulés, les identités adoptées, les opérations de camouflage, le séjour à Kerguelen et la rencontre avec le Devonshire. Les mémoires de Mohr décrivaient l'échouage à Kerguelen avec suffisamment de précision pour que le lecteur comprenne que l'archipel avait été plus qu'une simple escale technique. Il décrivait la géographie des baies, les conditions des travaux de réparation, la vie de l'équipage durant les semaines de stationnement. Il ne décrivait pas la cargaison du sous-marin japonais, il ne décrivait pas les symptômes des marins, il ne décrivait pas les caisses de plomb. Les mémoires de Rogge et celles de Mohr étaient des récits précis et détaillés de exactement ce que leurs auteurs avaient décidé qu'ils devaient contenir. En 1955, la même année où Rogge publia ses mémoires, le marin retraité Otto Schimann, qui avait servi comme opérateur sonar à bord de l'Atlantis pendant toute la mission, publia un livre de souvenirs chez un petit éditeur de Brême. Le livre s'intitulait « Sud Polar » et se vendit à moins de 2000 exemplaires avant de disparaître des catalogues. Schimann consacrait 3 chapitres au séjour à Kerguelen avec un niveau de détail dépassant ce que les mémoires de Rogge et de Mohr avaient inclus sur cette période. Il décrivait les symptômes que lui-même et plusieurs compagnons avaient développés durant les semaines de stockage de la cargaison du sous-marin japonais. Il n'utilisait pas le mot uranium. Il employait l'expression « le matériel spécial », qui était exactement celle que les marins de l'Atlantis avaient entendu utiliser par les officiers. Ces descriptions des symptômes étaient suffisamment précises pour que tout lecteur de 1955 ayant suivi la couverture publique des effets des essais nucléaires dans le Pacifique reconnaisse ce que Schimann décrivait sans qu'il le nomme. Le livre fut acheté,
comme le documenterait des décennies plus tard une enquête des archives d'histoire navale de Kiel par exactement 14 personnes au cours des premières années de sa publication. L'une d'elles était un fonctionnaire du Bundesnachrichtendienst, qui transmit l'ouvrage à ses supérieurs et reçut en réponse une instruction de ne pas le diffuser, consignée au dossier. Schimann mourut en 1971, à 59 ans, d'un carcinome du pancréas que les médecins enregistrèrent comme idiopathique, d'origine inconnue, sans facteur de risque conventionnels identifiables. En 1987, le glaciologue suédois Anders Lindqvist se rendit à Kerguelen dans le cadre d'une expédition scientifique multinationale du programme antarctique international. Lindqvist n'étudiait pas la Seconde Guerre mondiale. Il mesurait les taux de recul glaciaire pour les comparer aux relevés de l'Arctique. La méthodologie incluait l'échantillonnage de sédiments au fond de lagunes glaciaires, où les dépôts annuels de matériaux transportés par la fonte formaient une archive stratigraphique lisible année par année. Dans les échantillons d'une lagune de la côte ouest de Kerguelen, Lindqvist trouva une concentration de particules d'oxyde d'uranium dans la strate correspondant à l'année 1941, sans explication dans aucun des modèles de dépôts naturels connus de son équipe. Il ne s'agissait pas d'uranium d'origine géologique. C'était de l'uranium traité, purifié par des moyens industriels, déposé dans l'environnement de cette lagune à un moment donné de cette année-là. Lindqvist publia ces données en 1989 dans une revue spécialisée de géochimie. L'article décrivait l'anomalie sans l'expliquer et ne mentionnait pas la Seconde Guerre mondiale, car Lindqvist n'avait relié ces données à aucun événement historique de cette période. La communauté scientifique spécialisée ne fit pas davantage le lien. Le carnet de terrain de l'assistant de l'expédition de Lindqvist, conservé dans les archives de l'Institut météorologique et géologique de Göteborg, contient une annotation qui ne figure pas dans l'article publié. Elle décrit une anomalie secondaire de matériaux radioactifs traités à environ 40 mètres de la concentration principale de la strate de 1941, à une position où le sédiment ne présenterait pas ce profil selon les modèles standards de dispersion hydrique. L'anomalie secondaire ne provenait pas du sédiment superficiel. Elle provenait du sous-sol. Les coordonnées de cette anomalie secondaire coïncident avec une précision inférieure à 20 mètres avec celles que le premier officier Erich Kühn consigna dans les livres de navigation de l'Atlantis le 29 décembre 1940, lorsqu'il nota la position exacte de la sépulture du marin Bernard. La tombe de Hermann repose dans le basalte de Kerguelen depuis le 29 décembre 1940. Personne n'a formellement demandé son exhumation. Personne n'a expliqué officiellement pourquoi elle émet des radiations. L'historien Dieter Krause, chercheur à l'université de Hambourg, publia en 1994 une monographie sur les corsaires auxiliaires de la Kriegsmarine, dans laquelle il reconstituait le séjour de l'Atlantis à Kerguelen à partir de fragments d'archives déclassifiés, du livre de Schimann et des données de l'article de Lindqvist. Krause fut le premier à proposer explicitement le lien entre les données de Lindqvist et la présence de l'Atlantis à Kerguelen en 1941. La monographie suscita, sans que Krause le sache avant des années, une consultation interne au Bundesarchiv Militärarchiv de Fribourg concernant les documents relatifs à la cargaison décrite en annexe. Récemment, une expédition océanographique franco-australienne effectua un balayage systématique des fonds marins des eaux de Kerguelen à l'aide d'un véhicule téléopéré équipé de capteurs géochimiques. Les capteurs enregistrèrent, à des profondeurs comprises entre 2800 et 3200 mètres, des anomalies compatibles avec la présence de structures d'acier corrodées au fond et au-dessus de ces structures, des niveaux de radioactivité compatibles avec la présence de matériaux radioactifs. Le rapport fut transmis aux autorités françaises, puissance souveraine de l'archipel, ainsi qu'à l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'évaluation préliminaire recommandait une surveillance périodique. Le rapport ne fut pas rendu public et les coordonnées ne furent pas divulguées. Le KMS Atlantis repose au fond de l'océan Indien austral. Ses canons sont encore partiellement reconnaissables sous la corrosion. Sa coque est brisée en deux par l'impact du dernier obus du Devonshire. Dans ces cales demeurent les fragments d'une archive que l'incinérateur n'a pas réussi à détruire complètement, mêlés au reste de 80 années de pression et d'obscurité.
Si les caisses de plomb de l'Atlantis sont toujours au fond de l'océan Indien et que des radiations ont été détectées en 2019, pourquoi personne n'a-t-il publiquement exigé une explication? Que savait exactement le Reich des effets de ce matériel sur les personnes? Rogge publia ses mémoires en 1955 en décrivant chaque détail de la mission, sauf la cargaison de Kerguelen. Qu'est-ce qui l'empêcha de la mentionner?